Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur les hors-séries spéciales Tolkien. La dernière fois nous avons vu le Hobbit et cette fois-ci on va s'attaquer à la suite logique, le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux raconte l'histoire de 9 compagnons de toutes les races de la Terre du Milieu, dont 4 hobbits, un magicien, 2 hommes, un nain et un elfe, qui doivent tous s'unir pour détruire l'anneau surpuissant de Sauron, le cruel Seigneur des Ténèbres. Ouais, dit comme ça a l'air super simple, mais c'est beaucoup plus difficile que ce que vous pouvez bien croire. Bien, maintenant que nous avons parlé de l'histoire, voyons les personnages. Donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, dans les œuvres de Tolkien, il y a une flopée de personnages, tous plus importants les uns que les autres. Mais là encore, je vais essayer de ne reprendre que les plus importants. Et c'est bien sûr à partir de là que ça va commencer à spoiler. Tu ne peux pas parler d'un personnage de Tolkien sans forcément spoiler l'histoire, donc désolé. Commençons par Frodon, le hobbit certainement le plus important de toute l'histoire du Seigneur des Anneaux, étant donné que c'est lui qui porte l'anneau maléfique de Sauron en question. Je rappelle que cet anneau est un anneau qui a le pouvoir de contrôler, entre guillemets, l'esprit de celui qui le possède en lui faisant croire qu'il a une puissance extraordinaire. Frodon réussit à résister étonnamment longtemps à l'anneau et n'y cédera finalement qu'à la fin. Et encore, grâce au pouvoir de l'amitié, wouhou, il va réussir à résister à l'influence de l'anneau pour finalement le jeter dans la montagne du destin, ce qui était leur objectif à la base. Et comme je vous l'ai dit, c'était plus compliqué de ce qu'il n'y paraissait, étant donné que toute la communauté dont nous allons parler s'est séparée en cours d'aventure pour diverses raisons. En second hobbit, nous avons Sam Gamgee, un très proche ami de Frodon, qui ne le lâche pas d'une semelle, même quand Frodon décide de partir tout seul pour sauver le monde parce qu'il trouve que c'est trop dangereux s'il amène quelqu'un avec lui. Sam le suit et est un petit peu une sorte de voix de la raison, en plus d'être un hobbit super badass vu qu'il poutre une araignée géante à lui tout seul. Sam est souvent là pour remettre Frodon dans le droit chemin. Il lui rappelle ce qu'il doit faire et qu'il ne doit pas s'égarer, qu'il ne doit pas laisser l'anneau le contrôler. C'est d'ailleurs lui qui le sauve dans la montagne du destin. En deux autres petits hobbits, nous avons Merry et Pippin, qui sont vraiment les deux comiques du groupe, que je confonds tout le temps d'ailleurs, excusez-moi si je me trompe à un moment. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont en une sorte de compétition et qu'ils n'ont pas l'air de très bien réaliser, en tout cas au début dans le premier film, et puis aussi un petit peu au début du deuxième, qu'ils sont en plein milieu d'une guerre qui menace de bouleverser tout leur quotidien. Au début, ils sont prompts à faire des blagues, et puis finalement, à la fin, tu retrouves les deux avec une épée en train de courir vers des orques. Ouais, c'est cool. Alors après, nous avons Boromir en homme. Alors Boromir, je crois que c'est le personnage, ou en tout cas l'acteur, qui a eu le moins de chance au monde, étant donné que maintenant, à chaque fois qu'il fait une série ou un film, il meurt toujours dans le premier épisode. Mais au moins, Boromir a le mérite de mourir d'une façon classe. Bon, déjà, on va parler un petit peu de son apparition lorsqu'il intervient la première fois lors du conseil d'Elrond. Elrond, on y reviendra un tout petit peu plus tard, même si on en a déjà parlé. En gros, Boromir est là pour représenter les hommes, étant donné que le deuxième n'est pas vraiment... Enfin, il fait partie du peuple des hommes, mais pas vraiment représentant. Boromir représente les hommes, et on voit immédiatement la plus grosse faiblesse de la race des hommes à travers lui, c'est-à-dire que les hommes sont avides de pouvoir. À partir du moment où Frodon dépose l'anneau pour le montrer à l'intégralité de l'assistance, tu vois tout de suite que Boromir est un traître et qu'il va essayer de s'en emparer. Et du coup, la rivalité qu'il maintient avec le second, enfin rivalité, l'espèce de petit... Enfin, ils n'ont pas l'air contents, en particulier pour le statut du deuxième homme du groupe, est plus ou moins expliqué par là. Boromir fait donc les erreurs du premier homme à avoir libéré l'anneau de la main de Sauron. Il le veut pour lui-même en pensant qu'il peut s'agir d'un don et que l'anneau apportera une puissance extraordinaire à son peuple. Ce qui bien sûr, bien entendu, est faux. À part le détruire et créer d'horribles discordes, l'anneau ne fera rien. Et Boromir va donc finir par, entre guillemets, expier ses péchés, et surtout celui-là, et se faire pardonner, lorsque, en s'arrêtant après avoir rencontré les elfes, le groupe va commencer à se disperser. C'est effectivement à partir de la fin du premier film et la mort d'un des personnages les plus importants que le groupe se disperse. Boromir va essayer de piquer l'anneau à Frodon, mais Frodon va s'en aller, et le deuxième homme du groupe jurera qu'il n'essaiera jamais de lui voler. C'est pour ça qu'il le laisse partir. Le problème, c'est que de son côté, Boromir, qui a été rejoint par Merry et Pippin, se fait attaquer par des orques. Et malgré que Boromir est appelé à l'aide, il ne sera pas sauvé à temps. Merry et Pippin se font enlever, et lui se fait transpercer de 3 flèches dans le corps.
Donc il va mourir un petit peu plus tard. Par contre, juste un truc qui est totalement classe pour ce perso, même s'il a fait un seul film, bon, on le voit un petit peu dans le 2 pour des flashbacks. Le seul truc, c'est sa mort. Si ce personnage n'était pas réellement aimé au début, parce que justement c'est une saleté traite, sa mort est absolument épique. 3 flèches dans le corps et il continue encore à se battre pour éviter que les hobbits se fassent tuer. Boromir est un des personnages avec le plus d'honneur de tout l'univers du Seigneur des Anneaux, quoi qu'on en dise. Le deuxième homme du groupe dont j'ai beaucoup parlé s'appelle Aragorn. Aragorn a pour particularité d'être un prince qui ne veut pas de son royaume. Enfin, un prince, un roi plutôt. Bon, je l'appelle prince parce que tant qu'il n'est pas monté sur le trône, pour moi c'est juste un prince. Aragorn est donc un homme de lignée pure qui a été élevé à Faucon par Elrond. Il s'avère qu'il est amoureux également de la fille de celui-ci, ce qui impose une petite particularité quand on voit la généalogie, mais bon, ça ne compte plus vraiment. En gros, Aragorn a beaucoup d'honneur, et ce qu'il essaye de faire, c'est de briser le destin horrible qui est arrivé à sa lignée. Descendant d'Isildur, le premier homme à avoir enlevé l'anneau de la main de Sauron, qui est tombé sous l'influence de celui-ci, et qui a maudit toute sa lignée par la même occasion. Bah ouais, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. Aragorn a donc pour unique but que de détruire l'anneau, sachant très bien que ça peut être une énorme menace, et que s'il n'est pas détruit, l'horrible guerre qu'il y a eu au 2e âge, vu que là on est au 3e, se reproduira à nouveau. Et il veut à tout prix éviter ça. Aragorn est un des personnages que j'ai le plus aimé, mais je ne saurais pas vraiment comment vous le décrire, si ce n'est qu'il est réellement très concentré sur sa mission et qu'il doute très très peu. C'est vraiment, vraiment quelqu'un que tu aimerais avoir pour chef lors d'une mission. Il impose le respect, il écoute, il sait convaincre surtout, hein, parce que bon, c'était pas évident de convaincre les mecs du gouffre de Helm d'aller se battre. Non, Aragorn est vraiment un des personnages qui impose le plus de respect dans tout l'univers de la Terre du Milieu, et très franchement, lors de la dernière bataille, ouais, on peut dire YOLO aussi quand même, hein. Même vachement YOLO. Gandalf, dont on a parlé un petit peu la dernière fois, enfin, non, en fait on en a même pas parlé du tout vu que j'avais refusé et que je gardais ça pour ce moment-là. Eh bien, c'est tout simplement parce que dans le Hobbit, il n'y avait pas vraiment d'évolution à montrer pour Gandalf, alors qu'entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, il y a une évolution à montrer. Déjà rien que dans le comportement du personnage et sa sagesse, c'est ce qui évolue le plus. Dans le Hobbit, lorsque Gandalf arrive, ce qu'il demande à boire, c'est du vin. Bon, on va pas dire que c'est pas une preuve vraiment, mais il demande à boire du vin, il écoute peu le conseil, en la présence de Saruman, il fait un petit peu ce qu'il lui chante. Et puis, dans le Seigneur des Anneaux, quand il revient, et que Bilbon, qu'on retrouve, veut lui offrir du vin, il va demander un thé. Première preuve de sagesse. Ensuite, il va commencer à, même pas, il a dû déjà le faire avant, à éprouver du respect pour les personnes plus hautes dans son ordre, notamment Saruman, même si c'est une énorme connerie pour le coup, mais il a quand même essayé, et ce qui le prouve qu'il est devenu encore plus sage, étant donné qu'il demande l'avis de ses pairs. Mais je crois que la preuve de sagesse la plus grande chez Gandalf est quand même son retour d'entre les morts. Effectivement, après sa première mort, qui, je pense, nous a tous laissé un petit peu des traces quand même, parce que c'est assez triste comme scène, Gandalf revient dans le film 2 sous la forme de Gandalf le Blanc. C'est-à-dire qu'il est devenu le plus sage de tout son ordre en prenant la place de Saruman et qu'il prodigue maintenant des conseils absolument magnifiques, mais qu'il pète toujours autant la classe quand il se bat. Legolas, dont j'avais également décidé de ne pas parler la dernière fois, je vous rappelle, fils de Thranduil, roi de la Forêt Noire, qui est parti sans rien demander à la fin du Hobbit. Alors normalement, Legolas n'était pas dans le Hobbit, mais je trouve très bien de l'avoir mis dans le film pour nous montrer la différence entre ce qui s'est passé dans le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Dans le Hobbit, c'était un petit-fils à papa. Moi, j'ai pas d'autres mots. C'est-à-dire que son papa il dit bah lui il fait, son papa il a décidé de bah lui il fait, il y a qu'à la fin du film où il commence à dire bah non. Tout ça parce qu'il était amoureux de comment elle s'appelle, la nana de Toriel, qui elle était amoureuse de Kili, je vous rappelle. Bon. Donc Legolas n'était pas là que pour faire le triangle amoureux que tout le monde dit que c'est machin. Non, il était aussi là pour qu'on voit bien l'évolution. Quand il tombe en premier sur Glóin, donc le père du personnage dont on parlera après, il ne montre aucun respect envers le peuple des nains. Et dans le Hobbit, à la toute fin, il est le meilleur ami, je crois, du seul nain du groupe. Mais vraiment le meilleur ami, c'est-à-dire que c'est presque inséparable. Pour preuve, lorsqu'Aragorn finira par mourir, lui et ce nain rejoindront eux-mêmes les terres immortelles. Qu'est-ce que c'est que les terres immortelles? On en reparlera plus tard.
Gimli, le nain du groupe. Gimli est un des personnages que j'ai le moins apprécié, mais ça c'est peut-être parce que j'aime pas les nains. Enfin, je suis pas raciste envers les nains, mais pour moi c'est des gros rustres, c'est peut-être pour ça que je préfère les elfes. Gimli est un personnage assez intéressant et surtout attachant et très très drôle, c'est-à-dire que généralement l'humour arrive un peu par lui aussi, hein, comme par Merry et Pippin. C'est-à-dire par exemple lorsque Aragorn et Legolas, et puis lui du coup vu qu'ils seront plus que 3, vont s'amuser à courir à travers toute la terre du milieu pour rattraper Merry et Pippin, eh bien t'as toujours Gimli qui sera genre 10 mètres derrière, en train de les insulter. Enfin je sais pas s'il les insulte. Mais au début, surtout avec Gimli, c'est qu'on voit bien la rivalité qu'il a avec Legolas. Surtout que si son père, Glóin, lui a raconté ce qui s'est passé avec la forêt noire et donc Thranduil, ouais tu m'étonnes qu'il lui en veuille. Et puis finalement, à la toute fin, ils commencent à se rapprocher les uns les autres. Et puis ils sont très très amis, c'est ce qu'ils ont vécu ensemble qui les a rapprochés comme ça. C'est pareil, c'est ce qui a rapproché Legolas avec Aragorn. Ils se sont rapprochés tous les trois et ils sont de vrais amis. Et c'est ça qui est beau, putain. Les elfes dans ce film. Contrairement au film précédent, il n'y a pas deux visages du peuple elfique, mais un seul. Un visage pur, c'est-à-dire qu'ils sont là pour t'aider. Donc nous rencontrons d'abord la première elfe que nous voyons dans ce film, et c'est une femme, donc c'est très bien, c'est Arwen, la fille d'Elrond. Elle vient en aide aux héros lorsqu'ils sont piégés par les Nazgûl, les affreux esprits de Sauron, et les ramène à Rivendell, la cité où elle vit, avec son père et tout le reste de sa famille. Elle a des frères aussi, mais ses frères on en parlera plus tard. Arwen n'a pas vraiment d'utilité à part de sauver Frodon à ce moment-là, et de servir de love interest à Aragorn bien sûr, hein, parce que c'est pas drôle. Non mais vraiment, Arwen, tu la vois surtout comme une fille désobéissante, au sens où son père l'a envoyée vers les terres immortelles pour qu'elle soit sauvée, et qu'elle a rien à foutre, elle fait demi-tour juste pour demander à son père si oui ou non il savait ce qui allait se passer. D'accord, alors t'aurais pu réfléchir 5 minutes, Arwen, ton père a le don de vision, bien sûr qu'il savait ce qui allait se passer. Elrond, dont on a parlé la dernière fois, il n'a pas énormément changé, il ne s'est pas forcément plus assagi, il est toujours pareil, c'est juste que cette fois-ci, il montre vraiment que les nains, il a pas l'air d'apprécier non plus, vu qu'il refuserait de leur confier l'anneau ou quoi que ce soit. Et les hommes, depuis que le sang de Númenor, en la présence d'Aragorn, est presque éteint, il a plus trop confiance non plus. On ne peut pas trop lui en vouloir, ce sera sa seule apparition, ça et les fois où Arwen lui gueule dessus. Et où il lui dit qu'il l'aime quand même, parce que c'est un papa aimant. Ouais, Thranduil devrait prendre exemple. Ensuite, nous avons un elfe. Alors lui, c'est l'elfe que j'ai le moins apprécié de toute l'histoire, je pense, mais je ne sais même pas pourquoi, je sais pas, c'est sa gueule. Il s'appelle Haldir. Alors Haldir est une sorte de garde ou de général des armées de la date lorienne. Alors, le problème que j'ai avec lui, c'est juste sa gueule. Non, son histoire, enfin, il en a pas vraiment. Mais le personnage en lui-même est très cool, il a de l'honneur, tout, sa mort dans le gouffre de Helm est très très bien. Même si dans le livre il meurt pas, mais je ne saurais pas vous expliquer pourquoi je ne l'aime pas. C'est sa gueule, je sais pas, je trouve qu'il a un truc. Ensuite nous avons Celeborn, le seigneur de la Thlorienne justement, qui ne sert à rien. Ouais, c'est dommage hein. Donc sérieusement, même dans les ouvrages avant, qui racontaient ce qui s'était passé justement avant le Seigneur des Anneaux et avant le Hobbit, Celeborn ne sert à rien. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est sa femme qui porte la culotte. Et sa femme, revenons-y justement, Galadriel, si vous vous en souvenez, si vous en souvenez bien, Galadriel, on en a déjà un petit peu parlé dans le Hobbit. C'est celle qui a poutré Sauron en 2 secondes. Galadriel est un personnage vraiment important, au sens où elle est là depuis le début. Mais quand je dis le début, c'est pas une blague, c'est-à-dire qu'elle a tout vu, elle a vu ce qui s'est passé, la déchéance de la Terre du Milieu, l'anneau, tout. Elle a tout vu. Et c'est ce qui en fait un des personnages les plus importants et les plus complexes pour si peu qu'on connaisse toute son histoire. Par exemple, je suis sûre que vous vous êtes demandé pourquoi est-ce que quand Gimli lui donne des cheveux, elle lui en offre 3. Et même encore, c'est quoi ce délire avec les cheveux? Et bah ça, on peut pas en parler tout de suite, mais je vous assure qu'il y a une explication logique derrière tout ça. Les ennemis maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure des Nazgûl, qui sont l'esprit des premiers rois auxquels Sauron a offert les 9 anneaux destinés aux hommes. Je rappelle, 9 aux hommes, 7 aux nains, 3 aux elfes et 1 anneau maître pour les contrôler tous. Ça défonce sa mère comme phrase. Les Nazgûl sont donc des esprits dirigés par le roi sorcier Dangmar qui se fait tuer par une faute d'écriture.
Enfin, une faute, non, mais enfin, j'avoue, sa mort est classe, mais en même temps, il n'y a pas moyen de le tourner en français. En gros, il se fait tuer par une femme, une humaine, en disant aucun homme ne peut me tuer, et elle enlève son masque en disant que ce n'est pas un homme. Alors oui, le problème, c'est que ça passe pas. En anglais, c'était pas écrit comme ça, et le problème, c'est que ça n'a aucun sens en français. Bah, du coup, il y en a qu'à faire avec, hein. Ensuite, nous avons Gollum. Alors Gollum, j'en ai parlé un tout petit peu la dernière fois, mais c'est dans ces films-là qu'on apprend le plus de choses sur lui. Gollum était à la base un... Je suppose que c'était un hobbit, j'ai plus trop de souvenirs, mais je crois que c'était un hobbit du nom de Sméagol qui a trouvé l'anneau avec son cousin Déagold, refusant bien sûr, parce qu'ils ont été possédés par le pouvoir, de le laisser à l'autre. Sméagol finit par étrangler à mort son cousin avant de prendre l'anneau et de se casser avec dans une grotte. Ouais. Autre ennemi, Saruman. Lui, personne l'avait vu venir. Quoi, vous voulez en savoir plus pour Gollum? Bah à la fin, il se jette dans le vide, dans la montagne du destin pour récupérer son précieux, et il a guidé Frodon et Sam sur de fausses pistes, enfin sur une vraie fausse piste depuis le début. Voilà. Je peux en revenir au personnage intéressant, mais j'aime pas Gollum. Je trouve qu'il a une sale tête, et puis ça se voit que c'est un traître. Merde, il fallait le buter depuis le début. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'aime pas Gollum, point. Je peux y aller maintenant? Bon, Saruman le Blanc. Personne n'avait vu venir ce qui allait arriver à ce mec. Le plus puissant de son ordre, des Istari, je rappelle. Rien ne laissait présager le fait qu'il allait retourner sa veste et se ranger du côté de Sauron. Cela dit, lorsqu'on en apprend un petit peu plus sur le passé des deux personnages, on comprend pourquoi est-ce qu'ils se sont peut-être ralliés. Je dis qu'encore une fois, c'est un peut-être, hein, c'est hypothétique, j'en sais rien. Donc Saruman était censé être le plus puissant de tous les sorciers, choisis par le grand dieu Iluvatar de la Terre du Milieu lui-même. Iluvatar, c'est celui qui a sauvé Gandalf. Hein. Eh bien, dans les premiers films, il a un rôle important étant donné que c'est lui qui est l'ennemi réel. Ils ne peuvent pas encore affronter Sauron de face parce qu'ils ont affaire à Saruman et à ses terribles Uruk-hai, des orques modifiés qui peuvent se déplacer en plein jour contrairement aux orques normaux. Et Saruman finit par mourir dans des conditions absolument ignobles. Et surtout pathétique. Lorsqu'ils se rendent à la tour d'Ortan, la base de Saruman, ils se rendent compte qu'il y a un mec derrière Saruman, qui se tape la discute. Saruman fait une connerie, l'autre il veut pas, il lui plante un poignard dans le dos, Legolas tire une flèche pour tuer l'autre mec, et là Saruman tombe dans le vide et se fait empaler sur le moulin à eau. Enfin non, avant il lâche le Palantir qui est une boule très très importante pour la suite. Mais en gros, voilà. Ok. On peut pas faire pire comme mort, je crois. Mais enfin, il est pas vraiment mort, mais ça aussi, on y reviendra plus tard. Ensuite, le Balrog de la Moria. Alors lui, c'est un personnage sans nom, à part Balrog, hein, qui a pour utilité d'être le principal obstacle des héros dans le premier film au passage de la Moria. La Moria, c'est une mine naine. Et effectivement, il y a blocage au compte où le Balrog va essayer de les buter. Et probablement de les manger. En fait, je ne sais pas ce que ça mange. Je crois que ça mange des elfes. En gros, c'est quand même assez danger. Et c'est Gandalf qui va l'affronter tout seul et se sacrifier avec lui grâce à... Et d'ailleurs, c'est ce qui engendrera la célèbre réplique. Vous ne passerez pas. Et on pourra me dire ce qu'on veut. Tout le monde connaît cette réplique. Bon, alors que Gandalf a survécu, le Balrog va mourir. Mais Gandalf, le gris, sera mort en même temps que le Balrog. Et Gandalf, le blanc, en renaîtra. La bouche de Sauron, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est un personnage qu'on voit pendant 5 et 10 minutes, qui finalement n'a pour utilité que d'être dégueulasse, et de rapporter les mots de Sauron, ainsi que de faire courir la rumeur comme quoi les hobbits seraient morts. Et d'ailleurs, on va parler de la soi-disant mort des hobbits pour les autres, à partir de la prochaine fois, en fait, là tout de suite, hein. Donc la bouche de Sauron qui va colporter des mensonges et se faire décapiter par Aragorn en 2 secondes. La chose qui serait à l'origine de la mort des hobbits est une araignée géante dont j'ai oublié le nom, mais tout ce que je sais c'est une saleté. J'aime pas les araignées géantes dans l'univers du Seigneur des Anneaux à cause de la mère de toutes les araignées, donc, qui a été déjà mentionnée dans le Hobbit, qui est Ungoliant. Mais on reviendra sur cette saleté après. Donc cette araignée géante va essayer de bouffer Frodon, se faire à moitié détruire par... Non, se faire totalement détruire même je crois par Sam. Et puis finalement, c'est tout. Mais même je l'ai mis là parce que je trouve très classe juste pour Sam en fait. Je veux juste que Sam ait son moment à lui parce que c'est le hobbit le plus cool de toute la Terre du Milieu. Même si Mireille et Pipin sont pas mal quand même. Hein. Et pour finir, nous avons le grand méchant, nous avons Sauron.
Eh bien, Sauron est le personnage, encore une fois, qui doit être un des plus absents. Sauf que le truc qui est dérangeant, c'est qu'il est absent, mais il est en même temps toujours là. C'est-à-dire que tu es conscient de son œil, parce que littéralement c'est un œil, sur toi. Tu sais qu'il est là, tu sais qu'il te regarde. Ça peut te mettre mal à l'aise, ça te met même très très mal à l'aise, t'as intérêt à être discret. Et c'est ça, il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout ce qui se passe sans pourtant être tout le temps là. Tu ne le vois jamais vraiment. D'ailleurs, Sauron, dans Le Seigneur des Anneaux, a une forme physique. Pourtant, tu ne la vois jamais. On préfère maintenir le mystère avec cette espèce d'œil géant au-dessus de sa tour. Et c'est ça qui est encore plus malaisant. Ils se battent contre un ennemi dont ils ne connaissent le visage. Même lors de la première guerre, la guerre de l'anneau, il n'avait pas de visage. Tout ce qu'il avait, c'était une armure. Et d'ailleurs, apparemment, c'était son esprit dans l'armure. Parce que je suis désolée, mais quand tu coupes les doigts de quelqu'un, ça fait pas ça. Vous l'avez peut-être remarqué, mais je n'ai pas encore parlé des hommes. Eh bien, c'est parce que, pour exactement comme dans le dernier film, eh bien, les hommes ont deux visages. D'un côté, l'honneur, et de l'autre côté, l'orgueil et la lâcheté. L'honneur est caractérisé dans Le Seigneur des Anneaux par la présence de Théoden et toute sa famille. Théoden est donc le roi du Rohan qui avait pour fils Théodred, qui malheureusement est mort dans une embuscade, pour neveu Éomer et pour nièce Éowyn. Éowyn est donc la sœur de Éomer. Nous avons également Faramir, mais lui n'appartient pas à cette famille, nous reviendrons plus tard sur son pauvre cas. Lui, il a vraiment pas eu de chance. Théoden était à la base manipulé par Saruman et s'est fait libérer par Gandalf. Il en veut énormément au Gondor, le véritable royaume d'Aragorn, dont il redeviendra le roi d'ailleurs, parce qu'ils ne les ont pas aidés lors des invasions des Uruk. Bon, mais grâce à Aragorn et à Gandalf, il se décide quand même à aller les aider lors d'une des plus importantes batailles dans laquelle s'est jamais engagé le Gondor. Il a appris à pardonner, c'est un roi très très juste avec une histoire très très triste étant donné qu'il doit enterrer son propre fils et que lui était inactif pendant des années manipulé par Saruman. Honneur 1. Éomer est un garçon qui a également énormément d'honneur, c'est-à-dire qu'il fait tout pour que son oncle essaye de se reprendre et essaye de s'assumer. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, et lorsque le poison de Saruman est glissé dans ses oreilles, son oncle finit par le bannir. Cela dit, il revient quand même assisté par Gandalf pour les défendre lors du gouffre de Helm, bien décidé à défoncer tout le monde, parce que merde. Honneur numéro 2. D'ailleurs important, il sera également là pour pleurer son oncle à sa mort. Ah oui, parce que s'il n'y a pas un vieux qui meurt, c'est pas drôle. Éowyn est la fille la plus badass avec Galadriel de tout le Seigneur des Anneaux. Éowyn est une noble qui n'a pas envie d'être une princesse en cage. Elle veut se libérer et pour ça, elle se déguise en homme et décide de rejoindre les armées de son oncle alors que celui-ci l'avait formellement interdit d'y aller. Et c'est elle qui défonce le roi sorcier d'Angmar, comme quoi c'est à peu de choses. Il suffit d'une petite fille blonde face à un grand méchant tout noir et puis boum. Elle a énormément d'honneur, elle ne veut pas être mise en cage, elle est amoureuse d'Aragorn, même si ça ne marchera pas. Beaucoup d'espoir, hein. C'est vraiment une fille pour laquelle j'ai énormément de respect. Elle se bat très très bien, et contrairement à Arwen, elle n'est pas inactive, elle a une véritable utilité dans l'histoire. Merde, elle a buté le roi sorcier d'Angmar, c'est tout ce qui compte. Voilà. Maintenant, Faramir. Alors, quand je vous dis qu'il a une vie de merde, vraiment... Si j'avais pu, je l'aurais fait rentrer dans mon top 5 et je crois que je l'ai fait des vies pourries. Il est bien placé avec Elrond et puis le reste de sa famille. Faramir est le petit frère de Boromir, son jeune frère cadet. Ils sont tous les deux les fils de l'intendant du Gondor, Denethor. Denethor est une sale race. On verra après. Faramir veut être digne de son père, mais à son compte, pour le compte de Denethor, donc il n'y a que Boromir qui compte, il ne voit que Boromir dans tous ses actes. Boromir qui a repris des cités, Boromir qui a fait ça, Boromir qui a fait ça, et donc il décide d'envoyer son fils, donc Denethor veut envoyer Boromir pour chercher l'anneau à Rivendell, parce qu'il n'a pas confiance aux elfes. Tiens, voilà ce qu'ils donnent les elfes, connard. Et du coup, comme Boromir trouve que c'est de la folie, même si après du coup il va commencer à péter un câble, eh bien, en fait, son père était de l'avis de prendre l'anneau et de le piquer. Et du coup, de prendre l'anneau et de l'utiliser pour eux. Et Faramir, du coup, devant le refus de son frère, décide de se manifester un peu et de dire « Bah, moi, j'aimerais bien le faire, en fait. » Et Denethor, qui n'a aucune considération pour lui, l'envoie chier. Et croyez-moi, c'est pas fini niveau vie de merde. Le seul avantage qu'il a eu, c'est qu'à la fin de sa longue et belle vie, j'espère, il aura des enfants avec Éowyn. J'espère. Bon, ça c'était pour l'honneur, maintenant voyons du côté des sales races. Et là, je vous jure que vous allez pas être déçus. Il y en a que 2, mais je crois qu'ils combinent
eux deux seuls ce que je déteste chez les hommes. En tout cas dans le Seigneur des Anneaux. On a Isildur, ancêtre d'Aragorn, qui a coupé la main de Sauron et pris l'anneau. Bien. Lorsqu'Elrond vient le voir pour lui demander de le jeter dans la montagne du destin en plein milieu de la bataille, ce qui mettrait fin à toutes ces conneries, d'ailleurs on en reviendra sur la connerie d'Elrond, eh bien Isildur va simplement se laisser posséder par l'anneau et puis ne pas le jeter dans le vide. Ne pas jeter l'anneau et du coup se barrer avec, ce qui causera ainsi la ruine de toute la Terre du Milieu. Voilà, donc par péché d'orgueil, le monde est détruit. J'espère que vous avez bien compris. Et en deuxième, justement, on a la sale race de Denethor. Alors lui, mais c'est le pire père du monde. Sérieusement, vous trouvez que Thranduil avec Legolas c'était dur? Mais la vache, vous avez pas vu Denethor? Denethor est l'intendant du Gondor, donc déjà il est pas prêt à laisser Aragorn remonter sur le trône. Encore heureux, il va mourir. Mais vraiment, la manière dont il se comporte avec ses fils, c'est horrible. Même Boromir trouve qu'il se comporte mal avec son petit frère. Il lui demande d'être gentil avec Faramir, mais non, il n'y a rien à faire. Il n'aime pas son fils. Alors dans ces cas-là, moi je dis un truc. Si tu étais sûr de ne pas aimer ton deuxième enfant, soit t'en fais pas, soit tu l'abandonnes et tu le donnes à quelqu'un. Non, parce que si c'est pour l'élever comme si c'était une merde, c'est pas la peine. Denethor envoie son fils faire tout et n'importe quoi, les missions les plus risquées. À un moment, et ça d'ailleurs ça va rejoindre ma scène préférée de tout le film dont on parlera un petit peu plus tard, à un moment il envoie son fils, déjà blessé, reprendre une cité à lui tout seul, à lui, à sa garnison, à des orques hyper puissants. Il y a une armée d'orques, il envoie une dizaine d'hommes, son fils en première ligne, va te casser la gueule. Sérieusement. Et le pire, c'est sa réaction pendant que toute la bataille a lieu et qu'il y a des bains de sang. C'est qu'il est en train de bouffer. Pendant que... Il me semble que c'est... Je sais plus. Pipin. Ça doit être Pipin. Pendant que Pipin chante une chanson. C'est dégueulasse. C'était franchement... Et du coup, après, quand son fils reviendra blessé de la bataille, parce que oui, il revient blessé, mais blessé au point que son père pense qu'il est mort, là, il se rend compte qu'en fait, il vient de perdre ses deux gamins. Du coup, il est pas bien. Et ce qu'il décide de faire, c'est de répondre à une vieille tradition numénorène, une tradition qui a été instaurée par Sauron lorsqu'il était là-bas, super idée, qui est de s'immoler par le feu. Du coup, manifestement, il demande de l'essence à briquet. Et une torche. Bon, alors heureusement que Gandalf et Pipin arrivent à temps pour sauver Faramir, parce que sinon il serait mort lui aussi. Et donc c'est au moment où Denethor brûle qu'il se rend compte que son fils finalement était encore en vie et qu'il a fait une grosse connerie. Du coup ça va l'entraîner à courir tout droit et à se jeter dans le vide. Voilà, sale race de l'humanité, fini. Et bien fini lorsqu'Aragorn monte sur le trône pour rétablir la droiture entre les hommes et les elfes. Je vous l'ai dit la dernière fois, mais Internet, c'est magique. Tu trouves de n'importe quoi dessus, en particulier sur le Seigneur des Anneaux, si tu fouilles bien, des théories complètement what the fuck, que je n'écoute pour la plupart pratiquement pas. Non, parce que si c'est pour me demander si telle personne n'a pas un lien de parenté avec telle autre personne, croyez-moi, vous n'avez pas vu les arbres généalogiques de la Terre du Milieu, vous ne savez pas à quel point c'est le bordel. Non, moi ce que je m'intéresse, c'est vraiment plus aux fans couple. Vous l'avez vu la dernière fois avec mes 3 petits chouchous, hein, je cherche bizarrement, surtout sur le dernier, hein, je suis désolée pour les personnes qui auraient mal compris ce que j'ai interprété, ce que j'ai dit, hein, mais vraiment, je pensais, hein, et puis j'aime ce couple, donc tant pis si vous n'aimez pas. De toute façon, je suis là pour écouter vos idées, et vous pour écouter les miennes, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo. Voilà. Non, pour le Seigneur des Anneaux, il y en a énormément, hein, des fans couples aussi, mais bon, alors déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que Legolas s'en prenait presque toujours plein le cul. C'est peut-être parce que c'est le seul elfe, je sais pas. Mais en gros, il y en a vraiment qu'un seul, pour le Seigneur des Anneaux en tout cas, que j'ai aimé. Bon, je sais qu'il y en a plein vraiment, il y a le Gimgolas, il y en a plein, des centaines, hein, si ça se trouve, si tu fouilles bien. Mais le seul que j'ai aimé, c'est Laralas, soit Aragorn et Legolas. Alors, de une par leur proximité, et de deux parce qu'ils ont l'air de vraiment se connaître depuis longtemps. Et puis merde, c'est mignon. Et du coup, ça remonte le fait que finalement, dans la famille de Thranduil, on aime peut-être les hommes virils avec des barbes. Ouais. Non, ce couple a pas vraiment d'histoire autour comme les autres ou avait un lien. Mais si, ils ont un lien, ils sont ensemble. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'ils ont fait ensemble avec Gimli. Bon, Gimli, il était derrière, hein, je rappelle. Ce qu'ils ont fait avec Gimli les a rapprochés. Et peut-être que finalement, ce qu'a voulu dire l'auteur enfin surtout ce qu'a voulu dire celui qui a décidé de faire la vidéo, donc Peter Jackson,
à travers cette scène, c'est de montrer que finalement, peut-être que Aragorn et Legolas s'amusaient dans un coin pendant que Gimli essayait de les rattraper. Ouais, j'interprète des trucs bizarrement, vous avez vu? Non, bon, ça je rigole, mais je trouve vraiment ce couple mignon et je ne pense pas avoir à me justifier pour trouver quelque chose chou. J'ai le droit d'aimer ce que je veux et puis vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez. Si vous aimez le Gimgolas, vous aimez le Gimgolas. Si vous aimez voir Aragorn avec, j'en sais rien moi, Éowyn, faites-le. Pour conclure, Les Seigneurs des Anneaux fait partie de ces films absolument à regarder. Ils sont indémodables et ça fait certainement partie de mes films préférés avec Star Wars. Bon, je parlerai peut-être un jour des Star Wars, mais pas pour tout de suite. Les musiques sont géniales, mes préférées étant celles de Minas Morgul, Gronde, The Hammer of the Underworld, j'espère que je prononce bien, en gros le marteau du monde souterrain, ou de l'autre monde, et The Three Hunters, les trois chasseurs, qui je crois s'appellent en fait les Lorukai, mais je préfère l'appeler comme ça, juste parce que c'est c'est le thème le plus épique, t'es obligé de le connaître et tu l'as déjà entendu une fois dans ta vie. Les personnages sont très très bien écrits et magnifiques. Mais si vous me permettez un petit écart, j'aimerais, avant de finir cette vidéo, pour risque qu'elle dépasse les 30 minutes, vous parler de ma scène préférée du film. Je n'ai pas fait ça avec le Hobbit parce que dans le Hobbit, j'avais pas de scène vraiment préférée. Là, j'en ai vraiment une parce qu'elle a été, je trouve, très très bien faite et elle nous fait très très bien comprendre ce qui se passe sans pourtant nous le montrer. C'est vraiment superbe. C'est la scène où Denethor envoie Faramir au casse-pipe. C'est-à-dire que à ce moment-là, Denethor se fait servir à manger. Donc déjà ça, premièrement, c'est dégueulasse en tant que père, mais passons sur la beauté de la scène plutôt que sur les agissements de cet immonde crevard. On lui sert donc à manger. Pépin, depuis peu devenu un des hommes du Gondor, doit, parce qu'il le lui a demandé, lui chanter une chanson. Étant conscient qu'un père vient d'envoyer son enfant au casse-gueule, Pipin est triste, du coup chante une chanson qui n'est pas très très joyeuse. Denethor s'en bat les reins et commence à manger. Et sur le rythme de cette musique, nous voyons Faramir et ses hommes en train de partir se battre, pendant que son père continue à manger. On les voit s'approcher de plus en plus, la chanson de Faramir continue, la chanson de Pipin continue, on les voit s'approcher, et finalement, lorsque le bain de sang commence, et que les premiers blessés et morts commencent à arriver, on voit Denethor en train de mâcher et s'échapper de sa bouche une sorte de liquide rouge, alors qu'il n'a rien bu Enfin si, il a dû boire du vin. Je pense que c'est du vin. Mais c'est pour figurer à travers cette scène que Denethor est responsable de la mort de tous ces hommes, et y compris de la potentielle, même s'il est vivant, mort de son fils. Cette scène a été très bien réalisée pour montrer sa cruauté, pour dire qu'il n'en a rien à faire d'envoyer ses hommes, et en particulier son fils, se faire tuer alors qu'il sait très bien qu'ils n'ont aucune chance de survie. C'est très beau, et c'est très très triste. J'ai beaucoup apprécié cette scène. Et vous, vous aimez ces films? Allez, n'oubliez pas de me dire en commentaire quels sont vos couples préférés et vos films préférés. Le Hobbit, bien sûr, le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, vous pouvez préférer le 1 ou le 2 ou le 3. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de la trilogie en général, si vous adorez ça, si pour vous ça a juste été bof, auquel cas vous avez vraiment pas compris, et si ça a été nul, auquel cas vous avez pas regardé le film. Ou en tout cas pas correctement. N'oubliez pas donc de laisser ça aux commentaires et je vous retrouve pour la prochaine fois. Alors la prochaine fois ce ne sera pas un film, donc ce sera peut-être difficile pour vous de vous figurer la tête des personnages, mais ce sera sur la seule œuvre de Tolkien racontant l'histoire de la Terre du Milieu qui n'a pas été adaptée en film. Allez, à la prochaine tout le monde.